Audio Jungle. Il aime Monterland, Julien Green, les grands écrivains et les vieilles actrices, au point de parfois devenir un mélange des deux. Je n'ai pas la télévision, je ne la regarde pas, et peut-être que d'une certaine manière, Noël Herp ne la regarde pas non plus. Il regarde le jeune homme qu'il avait été et qui pensait à apostrophe. Et ça, c'est beaucoup plus important que de parler de la télévision. Parfois, la littérature est un prétexte, parfois... Comme disait Dre Rochelle, on essaye de parler de toutes les histoires, mais on ne raconte pas autre chose que sa propre histoire. Et c'est pour cela que nous recevons ce soir Noël Herp pour nous parler de Ma vie avec Bernard Pivot. Noël Herp, bonsoir. Bonsoir. Alors, Noël Herp, ce qui m'a assez amusé, c'est que c'est pas ce que je disais, vous avez fait ce livre sur Bernard Pivot, donc des gens qui voient ça dans les librairies peuvent se dire un livre sur la télévision, un livre sur une émission, un livre... Mais c'est pas vraiment ça. On a l'impression qu'au fond, c'est presque un prétexte. Vous auriez pu même ne jamais la voir, ne jamais voir Bernard Pivot, et que c'est beaucoup plus une raison pour divaguer, pour parler de vos idées fixes en quelque sorte, de certaines de vos goûts, et que finalement, presque Bernard Pivot est un alibi. Oui, il y a même quelqu'un qui m'a dit, je tairai son nom, qui m'a dit Bernard Pivot, c'est ta pute. Il voulait dire que c'est une manière pour toi de t'avancer masqué avec quelqu'un qui est célèbre, dont tu portes le masque, mais qui n'est pas toi. Et c'est vrai que moi, je n'en suis pas forcément, c'est pas conscient. J'ai commencé ce livre très honnêtement en voulant parler de mon rapport aux émissions littéraires. Cher Simon, vous êtes un adepte et un représentant de l'émission littéraire. Oh, peut-être pas, moi, vous êtes le Bernard Pivot d'aujourd'hui. Je fais du persiflage et du divertissement. Oui, mais avec brio. Et c'est vrai que cette tradition m'intéresse beaucoup. Elle a commencé avec Roger Stéphane, avec Pierre Dumayet, avec Robert Mallet, bon, etc. Et puis elle continue avec Jean Amrouche. Et elle continue aujourd'hui avec vous, et en passant par Augustin Trapenard, etc. Et c'est vrai que ça m'intéresse. Donc, j'ai un côté historien, je suis aussi historien du cinéma, donc voilà. Mais en fait, j'en ai un peu marre d'être historien, j'ai envie de devenir écrivain, et finalement, toute ma vie a été une lutte pour que l'écrivain prenne le pas sur l'historien, et pour que la liberté de la littérature, comment dire, émerge des cendres de l'histoire. Et il y a un moment où j'ai été entraîné, un peu malgré moi. C'est-à-dire qu'au début, je parle des émissions littéraires, de Bernard Pivot, et puis tout d'un coup, est arrivé mon père. Il s'est invité. Il s'est invité chez Pivot. Il n'était pas invité, hein, il n'était pas prévu. C'est comme la fée qu'on n'a pas invité sur le berceau de l'enfant qu'on va baptiser. Et tout d'un coup, mon père est arrivé et j'ai pas pu faire autrement que plutôt que de raconter Bernard Pivot, raconter comment je regardais Bernard Pivot avec mon père, ce qui est beaucoup plus intéressant. En tout cas, ce qui moi m'a beaucoup plus amusé, ému, attendri, pas forcément sur le mode de la nostalgie, mais d'une espèce de remémoration intime. Car finalement, bon, au fond, on s'en fout d'aller raconter le catalogue des émissions. D'autres écrivains auraient peut-être fait un catalogue des émissions de A à Z. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'aller dénicher des rosebuds, des souvenirs personnels et des choses partagées avec mon père. Car je crois vraiment que le personnage principal de ce livre, c'est pas tellement moi, c'est mon père. Oui. Oui. Et il y avait quand même une question sur les émissions littéraires, parce que là, nous avons peut-être un point de désaccord. J'ai parfois l'impression que la littérature, je pense pour nous deux, et pour nous tous même qui nous regardons, est une chose si importante, si finalement essentielle, si presque dramatique, si essentielle dans nos vies, que est-ce qu'il n'y a pas une forme de dévoiement de faire une émission littéraire? Est-ce que finalement, l'idée d'en faire un peu un divertissement, quelque chose de littéraire, quelque chose qui a vocation d'ailleurs souvent à l'intelligence, qui a vocation à... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une forme... D'ailleurs, on a remarqué que les bons écrivains, moi j'ai toujours remarqué, souvent les plus grands écrivains passent très mal à la télévision. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va mettre? On sait dans des émissions littéraires, malheureusement, même chez Bernard Pivot, finalement ceux qui étaient les meilleurs chez Pivot étaient ceux qui étaient les plus mauvais écrivains, et les plus grands qui sont passés chez Pivot étaient en fait très mauvais. Donc est-ce que d'une certaine façon, il faudrait pas plutôt renoncer aux émissions littéraires et que la télévision, on parle que de conneries, de choses comme ça, de légèreté, n'importe quoi, et laisser les grands écrivains tranquilles?
Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Les grands écrivains de l'époque, Mm. que ce soit Julien Gracq, que ce soit Beckett, Michaud, ils sont pas passés chez Pivot. Bon, ils étaient pas si bêtes. Mais bon, et voilà, effectivement, les stars de Pivot, c'est Jean d'Ormesson, c'est Edmond de Charleroux, qui ne marqueront pas la littérature. Je crois qu'on est d'accord à ce sujet. Mais bon, je pense que chez moi, l'intérêt pour Apostrophe, c'est quand même c'est une dialectique entre le spectacle et la littérature. C'est-à-dire que malgré tout, j'aime le spectacle et j'aime les écrivains qui se donnent en spectacle avec un certain sadisme. J'aime bien voir les limites de ce spectacle. Par exemple, avec Bukowski, tout d'un coup, Bukowski va toucher les limites du spectacle médiatique et il va passer par-dessus la barrière qui mène à la coulisse. Mais en même temps, on va le voir s'évanouir dans les ténèbres de la coulisse d'une manière assez fascinante. Maznev, c'est aussi quelqu'un qui, bien malgré lui, touche les limites du spectacle médiatique. Enfin, on le fout dehors, finalement, presque de force, avec cette émission terrible avec Denise Bombardier qui le fout dehors du spectacle. Donc, ces limites du spectacle et ce moment où l'écrivain est un peu renvoyé dans les cordes et peut-être renvoyé à ses chères études m'intéressent. Peut-être parce que j'arrive pas tout à fait à me défaire de l'idée que l'écriture, c'est d'abord un spectacle, le spectacle de soi, et en même temps, j'ai envie de me débarrasser de cette idée. Et je pense que de ce point de vue, ma position est paradoxale parce que, au fond, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit des écrivains, peut-être pas cités de nom, mais qui sont complètement bouffés par le spectacle médiatique. Mais bouffés. C'est-à-dire des gens qui n'existent que parce qu'ils vont passer chez Laurent Ruquier, etc. Et qui, s'ils n'avaient pas ça, ils n'existeraient pas littérairement. Donc Bernard Pivot, sans le savoir, a mis le ver dans le fruit et a initié une évolution du spectacle littéraire qui aujourd'hui a pris toute la place. Aujourd'hui, nous avons des écrivains qui ne sont publiés, qui n'existent que parce qu'ils ont une image médiatique. Donc j'ai voulu revenir à la source de ça, en montrer le dérisoire, en montrer les limites, en montrer la futilité, pour essayer de mieux ressaisir ce que c'est qu'aussi que l'écriture. Pas forcément, je ne me prétends pas quelqu'un de puriste, ni de radical, mais essayer de retrouver la fragile vocation de l'écriture. C'est passionnant parce qu'en fait, c'est aussi un livre sur l'écrivain et son image. C'est-à-dire, c'est une chose d'être écrivain, c'est une chose, voilà, souvent d'ailleurs on écrit aussi parfois parce qu'on a du mal à parler, et l'image de l'écrivain, quelle doit être l'image de l'écrivain. Et moi ce que je reprocherais à Pivot, mais peut-être plus aux émissions littéraires qui ont suivi, on en parlera, La Grande Librairie, les choses comme ça, c'est que ça enferme finalement la littérature, l'écrivain dans une certaine image de l'écrivain. Alors l'écrivain doit être assez docte, il doit être souvent assez chiant. Par moi, à chaque fois que je regarde La Grande Librairie, j'ai envie de faire une tentative de suicide. Enfin, c'est monstrueux. On va mourir d'ennui devant La Grande Librairie. Il y a une dose d'ennui, en plus de conformisme. L'écrivain fait des grandes phrases. Il est et assez docte, très premier degré, parce qu'il a un avis. Il n'a aucun humour. Aucun humour. Et puis il se croit obligé d'être révolté. Voilà. Il faut en permanence qu'il soit révolté. Suivez mon regard. Hein. Donc, à chaque fois, il faut se révolter contre les malheurs de la société, etc. En écrivain, c'est pas ça. C'est quelqu'un j'imagine pas Claude Simon faisant ce que vous décrivez là, quoi. Oui, on n'imagine pas quelqu'un comme Claude Simon, par exemple, exprimer sa radicalité politique ou littéraire chez Pivot ou même chez Trapenard. La littérature, c'est un dialogue de soi à soi. C'est complexe, c'est profond, c'est caché. Donc, oui, en effet, il y a eu une dérive. Bon, maintenant, je trouve que Pivot a joué un rôle assez salutaire parce que il faut se rappeler quand même l'époque de Jean Amrouche ou de Pierre Dumayet où c'était lecture pour tous, où François Mauriac ou Paul Morand étaient assis sur leur fauteuil, souvent lisaient un texte. À la radio en tout cas, il y avait Pierre Cipriot qui interviewait Monterland. Monterland vous parle. Alors l'oracle descendait des cieux et il fallait écouter la parole d'Henri de Monterland de l'Académie française. Cela dit, j'ai découvert récemment une radioscopie par Jacques Chancel était assez. Oui, bon. on va parler de Monterland. Jacques Chancel était bon aussi, hein, parce que pour faire parler Monterland, il s'est bien débrouillé. Bon. Voilà, donc Pivot a cassé ça, il a démystifié la littérature. Et de ce point de vue-là, je lui suis très reconnaissant, car il nous a quand même... il a mis en scène une espèce d'humanité de l'écrivain. Et il a fait descendre l'écrivain de son piédestal, le grand écrivain, l'académicien, etc., qui avait droit de citer dans ce qu'on n'appelait pas encore les médias dans les années 50. Il nous a montré que c'était quelqu'un comme nous, et peut-être qu'il a aidé beaucoup de gens de ma génération à écrire, parce qu'il a rapproché l'écrivain de l'humain. De ce point de vue, j'ai beaucoup de reconnaissance à Bernard Pivot. Il ne pouvait peut-être pas imaginer que ça allait donner aujourd'hui les youtubeurs, les youtubeuses, la vulgarisation de l'image de l'écrivain, qui fait qu'aujourd'hui, c'est même
c'est même plus trapenard et tout ce qu'on raconte là. C'est le fait qu'aujourd'hui, moi je suis passé à la radio il n'y a pas très longtemps avec une youtubeuse qui en fait, on a vraiment l'impression qu'elle s'en fout complètement des écrivains. Les écrivains sont là pour lui permettre à elle de briller au détriment des textes dont elle parle. C'est-à-dire que Bernard Pivot aujourd'hui, au niveau où il se retrouve, est devenu la star. Et ça, c'est une dérive. C'est quelle youtubeuse ? Je préfère J'ai pas eu, rester gentil. Mais c'est vrai. Mais moi, je trouverais aujourd'hui, et c'est ça, là on est peut-être un point de désaccord, c'est dans le monde actuel, enfin au 21e siècle maintenant, un monde où on ne lit plus, un monde où de toute façon, si un écrivain est grand, il a aucune envie en fait qu'on parle bien de son livre à la télé, parce qu'en vrai, pour que qu'il lise, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, finalement... C'est pas tout à fait sûr, parce qu'aujourd'hui, un écrivain un peu difficile, si on parle pas de son livre à la télé, il n'existe pas. Oui. À l'époque de Julien Gracq, c'était possible. Aujourd'hui, c'est quasiment pas possible d'être un écrivain radical et qu'on parle pas de vous dans les médias. Oui, mais je trouve que les émissions, par exemple, aujourd'hui, qui auraient la dimension la plus littéraire, qui mettent en scène des personnages de romans, parce qu'au fond, la grande librairie, c'est rien de littéraire. Vous avez des gens qui ont à peine écrit leurs livres, qui pérorent sur le bien, le mal, très sérieux. Je trouve que des émissions vulgaires, comme par exemple, je sais pas, Hanouna, où on présente des n'importe qui, des monstres, des freaks, un écrivain là, ou une sorte de cirque où on met les gens comme ça, ont une dimension finalement beaucoup plus littéraire que des gens qui aujourd'hui prétendent à la littérature. C'est peut-être pas faux. Maintenant, voilà. Bon, il y a quand même une tendance de l'époque, et ça, Pivot en a été, bien malgré lui, l'initiateur, a préféré le témoignage, la littérature de témoignage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce soit, je sais pas, Vanessa Springora, etc., toute cette mode de la littérature de... voilà, et puis je veux pas me faire d'ennemis, mais enfin, il y a beaucoup de livres qui ne sont que des livres de témoignage, qui vont faire un tabac en librairie. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Faut pas non plus dénigrer notre époque, qui n'est pas forcément pire que les précédentes. Mais enfin, là, ça atteint des proportions assez effarantes. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est le contenu sociétal, le contenu moral, les gens qui racontent un peu dans leur malheur, etc. Bon, voilà, comment ils ont été abusés, ceci, cela. Mais la littérature, là-dedans, elle est nulle part. Donc... voilà, Pivot a quand même été un intercesseur dans cette déchéance de la littérature, mais je pense que au moment où il l'a fait, c'était intéressant parce qu'il fallait en finir avec une certaine image académique de l'écrivain et avec le fait que l'écrivain était enfermé dans son texte. Quand on voit par exemple Monterland interrogé par Jean-José Marchand, qui était aussi un grand intervieweur pour les archives du XXe siècle, il faut rappeler que Jean-José Marchand a fait des tonnes d'interviews d'écrivains, de gens de théâtre, etc., qui sont des archives extraordinaires qu'on peut trouver sur le site de l'INA. Mais Monterland, il lit un texte. Et bon, Pivot a permis de rompre avec tout ça. Et surtout, il a fait une chose très intéressante, c'est qu'il a mis les écrivains en rapport les uns avec les autres. Il les a fait dialoguer. Et il a obligé Nourricier à rebondir sur ce que dit Marc-Édouard Nab et Bernard-Henri Lévy à réagir à Maurice Bardèche. Alors, voilà. Prenons, parce qu'on va revenir, après on va parler... Ça, c'est quand même la grande innovation de Pivot, c'est le dialogue, le choc, les auto-tamponneuses, les écrivains tamponneurs. Ouais, on va parler plus précisément de votre livre, mais je voudrais revenir sur quelques scènes dont vous parlez dans votre livre, et notamment des moments marquants d'apostrophe, enfin ceux auxquels je me souviens. Déjà, ce moment dont vous citez... Bardèche, je crois qu'il y a Maznev sur le plateau, il y a Roger Grenier. Oui, absolument. Maznev. Oui. Maznev paraissant très politiquement correct, ça, ce qui est très drôle. Et c'est pas là qu'il a des lunettes noires. Oui, il a des lunettes noires. Parce qu'il a dû se faire casser la gueule. Non, il a une infection à l'œil. Oui, c'est ce qu'il dit, mais c'est ce que disait Monterland aussi. Non, mais je crois vraiment, il a essayé d'être... Feignons de le croire. Et il y a, à ce moment-là, Bardèche, qui vient présenter un livre sur Céline, donc un truc à peu près... Ou un truc anodin. Non, mais anodin dans le sens d'un truc pas du tout sur les pamphlets, quoi. Alors. Non. Et BHL, et là c'est absolument lunaire. Il y a ce moment extraordinaire où Maurice Bardèche ose quand même dire, quand BHL, de façon tout à fait légitime, lui dit, mais enfin il y a quand même cette phrase horrible de votre beau-frère Robert Brasillac, déportez-les tous et n'oubliez pas les enfants, et Bardèche qui répond, mais c'était pour que les enfants ne fussent pas séparés de leur mère. Ouais. C'est un moment de télévision incroyable. Et BHL qui dit à Bardèche, auriez-vous condamné les pamphlets de Céline, et Bardèche qui dit, oui, je les aurais condamnés,
car ils ne sont pas allés assez loin, ils n'ont pas compris l'entièreté du problème juif. Mais ce qui est extraordinaire, mais moi, ce qui me fascine aussi dans l'apostrophe, c'est que c'est la rencontre de deux France. C'est-à-dire qu'on avait encore la France de Vichy, la France de la collaboration, la France, dont a parlé Serge Danet, et puis une autre France, une autre génération qui arrive. Et Pivot accueille tout ça. Il accueille le passé, il accueille le monde qui vient. Il y a aussi cette émission dont je parle, qui est très intéressante, aujourd'hui ça paraît très banal, avec un homo qui raconte comment il a fait une sorte de fécondation in vitro qui lui a permis d'être père, bien qu'il ne soit pas hétérosexuel. Et là, il y a un vieux professeur de médecine qui dit non, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on fait des enfants. Et ça, j'adore ça. J'adore la rencontre, le choc des... Là aussi, les autotamponneuses, le choc des générations. La convention et la fantaisie, l'ancienneté et la modernité. Et ça, Pivot est pour ça un magnifique carrefour. Ouais, il y a d'autres moments extra. Il y a le Marc-Édouard Nab qui passe, le premier livre. Bien sûr, face à François Nourricier qui est un peu débordé. Sportes. Oui, mais il y a aussi Nourricier. Oui, il y a Sportes, je suis d'accord. Non, mais il est passé plusieurs fois. Ah oui, alors la première, pour le regard des vermines. Oui, c'est ça, voilà. Par Jean-Jacques Benamou. Oui. Et j'adore. Alors, j'avoue, je suis moins sensible à Nab qui m'énerve qu'à Nourricier, avec son côté grande éminence grise des lettres, sachant son néant, mais en même temps jouant son rôle un peu dérisoire jusqu'au bout et gardant son masque, même s'il n'est pas dupe. J'adore Edmond de Charleroux, qui est une grande diva des lettres, une sorte de Marie-Belle de la littérature, et qui joue sa partition admirablement, même si elle aussi elle n'est pas dupe. J'aime ces masques qui se décrochent un peu, qui tremblent et qui laissent voir le visage, cette humanité un peu fragile derrière la position, le statut social de l'écrivain. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est plus un statut social, l'écrivain, tout le monde s'en fout. Jean Hudern. Jean Hudern-Allier, oui, bien sûr. Et puis, évidemment, les Trublion, Bukowski, bien sûr. Et puis, Roger Perfit. Très intéressant. Roger Perfit est très intéressant parce que Roger Perfit est quelqu'un de tellement souffrant, tellement malheureux, tellement névrosé, qui veut absolument faire chier tout le monde en racontant des trucs. Et il y a cette émission merveilleuse avec Jean d'Ormesson, où Jean d'Ormesson, évidemment, très brillant d'ailleurs, le Titi lui dit écoutez, oui, enfin vous n'aimez pas Marguerite Yourcenar, on peut préférer à Roger Perfit, on peut quand même préférer Marguerite Yourcenar, qui est quand même un écrivain plus conséquent. Vous êtes la dame pipi des lettres françaises. Et à ce moment-là, Perfit lui dit vous étiez moins méchant, cher Jean d'Ormesson, quand je vous convoyais dans les bordels de Bangkok. Et à ce moment-là, Jean d'Ormesson répond il est vrai, cher Roger Perfit, que je ne me méprisais pas autant qu'aujourd'hui. C'est merveilleux, quoi. Et à la fin, les écrivains sur le drôle de Zig, et Perfit qui rajoute des drôles de Zig. Oui. Mais moi, et Perfit, j'adore parce qu'il est... non, j'aurais pu le rencontrer, mais il avait ce côté Trublion un peu fou, désespéré, très méchant. Il y a aussi une émission avec Sagan où il se répand en anecdotes grivoises sur la jeunesse de Voltaire et où Sagan et Poirot Delpech le regardent avec des yeux ronds. Bon, c'était un peu la provocation à la mode ancienne et Nab a hérité un peu de ça, certainement. Mais Roger Perfit, c'était ce qui était assez dément, c'est ce personnage qui venait de la collaboration, qui avait été... qui était un ami de Fernand Brinon. Ambassadeur à Athènes, sous la collaboration, viré par la collaboration, parce qu'il avait sauté sur un petit garçon à Athènes en 1940, donc il est revenu à Paris, qui ensuite va écrire des amitiés particulières, va sur le tournage d'amitiés particulières draguer le mec Balagnac en l'épousant. Je sais pas si le mec à la fin s'est suicidé ou pas. Alain-Philippe Balagnac, oui. C'est pas trop, c'est très bizarre, qui a épousé Amanda Lear. Enfin. Et puis alors il avait eu il était ambassadeur et donc il avait été mis au placard par la femme de Georges Bidault, Crapote, Suzanne Bidault, qu'il détestait. Enfin, il y a toute une histoire qui aujourd'hui paraît complètement poussiéreuse, mais c'est un personnage. Mais il faut rappeler que Roger Perfit, qui était un pédophile revendiqué, avait son rond de serviette à la télévision. On faisait des émissions sur Roger Perfit dans ses marbres antiques, recevant en robe de chambre les journalistes. Donc Maznev n'était pas un cas tellement unique. Mais ce qui était étonnant, j'avais une question à vous poser à ce propos. On a l'impression que Perfit qui incarnait quand même, disons, le PD. Mais le PD, on pourrait dire aujourd'hui, la grande folle, mais avec tout ce que ça a de panache, de délire, de folie. Un mélange entre Monterland et Amanda Lear, quelque chose d'assez extraordinaire. Un monde... Aujourd'hui, j'ai l'impression que les PD sont devenus des gays, et que là où les homosexuels étaient au vent, c'est vrai, des personnages assez baroques, peut-être fatigants et un peu là, aujourd'hui on a l'impression que les homos sont devenus encore plus petits bourgeois et puritains que les pires bourgeois. D'ailleurs, les hétéros ne veulent plus se marier, les homos veulent se marier. Les hétéros veulent plus tellement d'enfants, les seuls qui parlent encore de faire des enfants et de se marier et qui rêvent de mariage chez les homos, on a l'impression qu'il y a une sorte de nouvelle bourgeoisie, quasiment travail, famille, patrie, de l'homo, du gay.
Et que, j'en parlais avec Benoît Duteur récemment, qu'on disait les homos sont devenus en fait beaucoup plus très chiants, quoi. Bah, disons que, en tout cas, ils ont perdu cette capacité, ce côté sulfureux. Mais enfin, c'est une chose sur laquelle il faut s'interroger, c'est-à-dire que ce qu'on appelle PD aujourd'hui, c'était plutôt des pédos. Et Monterland, Perfit, André Gide, tous ces gens-là, et même sans doute Julien Green et Jouando, ils s'intéressaient aux très jeunes garçons. Ouais. Et bizarrement, ça choquait moins à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on acceptait l'homosexualité parce que ça concernait de très jeunes garçons dans les lycées, etc., qui étaient plus ou moins attouchés, ou des jeunes gens comme ça en Afrique du Nord. Bizarrement, c'est à front renversé avec ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, ça choquait pas tellement parce que ça ne concernait que des espèces de rapports initiatiques avec des très jeunes garçons. C'était pas vraiment des homosexuels. C'était pas vraiment des homosexuels comme on l'entend aujourd'hui. Il faudrait redéfinir la pédophilie parce que on parle quand même de pédophilie normalement pour des gens prépubères. Je veux dire, par exemple, alors je sais pas du tout, évidemment que les temps ont changé et l'époque a changé, y a pas de souci. Mais à mais c'était 14 ans au Moyen Âge, on était mariés. Mais c'était le cas. À 13 ans, on était mère de famille. C'était le cas. Monterland et Perfit en Afrique du Nord draguaient des garçons de 13 ans. Voilà, mais ce qui était au Moyen-Âge, qu'on était mariés à 13 ans, il fallait qu'on se marie. Donc, c'est ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une question aussi sur la. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre dans le même sac absolument un peu tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bah, en tout cas, la question étant la puberté. À cette époque-là, bizarrement, le bourgeois catho Figaro n'était pas tellement choqué par ça. Parce que ça lui rappelait les amitiés particulières. Comme dirait Pierre Boutin, nous sommes catholiques car nous sommes pécheurs. Absolument. Et mon père, par exemple, me racontait ses amitiés particulières de lycée, les prêtres qui s'intéressaient à lui, etc. Mais tout ça était un folklore, une mythologie. Parce que c'était des cathos et pas des protestants. Bien sûr, c'était très catholique. Ouais. Et puis Perfit comme Monterland ont exploité cette mythologie. Et il y a eu quand même une bascule. Avant même l'émission Maznev, c'est l'émission Monterland-Cyprio, puisque je le raconte dans le livre. Quand Cyprio arrive et raconte que Monterland, c'était pas simplement... Bon, alors évidemment, on connaissait La ville dont le prince est un enfant, mais on se disait, bon, c'est un truc de jeunesse. Non, quand il commence à raconter que Monterland draguait, chassait le petit lapin en Afrique du Nord, là, le public Figaro, le public Comédie Française, a lâché Monterland, et on a assisté en direct, post-mortem, à l'exécution d'un auteur, un des plus grands de la littérature française du XXe siècle, qui s'en est jamais remis. Et ça, ces moments de corrida, de mise à mort de l'écrivain, c'est aussi assez fascinant. C'est cette espèce de corrida en direct, et ça, Pivot savait ménager ça, avec un mélange de sadisme, mais en même temps un côté un peu chafouin, qui faisait qu'il n'avait jamais l'air de s'en mêler, mais il aimait organiser des happenings. C'est ça aussi, Pivot, c'est quelqu'un qui invente la littérature happening, la littérature spectacle, performative. C'est aussi ce moment extraordinaire, incroyable, où Georges Simenon écoute la voix de sa fille qui vient de se suicider et nous fait écouter sur un magnétophone sa fille qui lui fait une sorte de déclaration d'amour et de détresse. Et Simenon écoute ça, c'est un moment de cinéma. C'est un moment de télévision extraordinaire et d'exhibitionnisme de la part d'un très grand écrivain, mais qui tout d'un coup bascule dans une autre version de la littérature, celle où la littérature n'a même plus besoin d'être texte et où elle devient performance. Alors, dans votre livre, il y a aussi des maîtres et des complices, des figures qu'on croise, notamment 3 personnes, Mauriac, Monterland, Julien Green, qui pourraient être un peu vos trinité. Absolument, oui. Peut-être à cause du côté catholique. Il y a des points communs entre les 3. Il y a une filiation. Le côté catholique. Mauriac a fini par détester Monterland, qu'il avait soutenu à ses débuts. Mais bon, voilà, ils ont eu des heurts. Mauriac a toujours défendu Julien Green. J'ai d'ailleurs interviewé Julien Green en son temps sur ses relations avec Mauriac. Mauriac a précédé Julien Green à l'Académie française. Quels seraient les points communs entre les 3 ? Je dirais que c'est une homosexualité torturée, une homosexualité au pied de la croix. Une homosexualité qui ne se contente pas de la satisfaction sexuelle, mais qui se mesure toujours à la religion et à l'interdit et à la limite. À la limite, c'est toujours le thème de la limite finalement. La limite du désir. C'est cruel sur les femmes aussi, les 3.
Oh, Mauriac, pas tellement. Non, Mauriac, Thérèse Esquerot, on pourrait dire que c'est un texte MeToo avant la lettre, avec beaucoup de guillemets, mais c'est un texte assez féministe avant la lettre, Thérèse Esquerot. Et, Et Adrienne Mesura, qui a un très grand roman de Green, Ouais. très grand roman, sur, là aussi, qui est contemporain de Thérèse Esquerot d'ailleurs, sur cette jeune femme qui s'ennuie en province et qui va tuer son père dans un accès d'hubris, et qui va devenir folle. C'est un livre magnifique. Il y a un regard sur la condition de la femme, peut-être parce que c'était des écrivains homosexuels, justement. Et il y a des personnages féminins chez Monterland merveilleux. Pour moi, Monterland n'est pas un misogyne, hein, je suis pas du tout d'accord. Hein. Mais Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir a écrit des conneries là-dessus. Non, mais Simone de Beauvoir l'a dit. Hein, Simone de Beauvoir l'a dit. Et quand on lit La Reine morte, il y a vraiment un personnage féminin, d'Inès de Castro, qui est merveilleux. Non, mais les jeunes filles, en tout cas, il faudrait que toutes les personnes qui aujourd'hui veulent s'inscrire sur Tinder, qui veulent draguer, lisent les jeunes filles. Moi, c'était très drôle, on avait fait un dîner à la maison avec, je crois, Yves Tréhard, je sais plus. Et on parlait de drague, il y avait une nana, une Instagrammeuse qui était là. Et je lui ai dit, mais tout est dans les jeunes filles. Monterland expliquait tout, c'est le meilleur coach en séduction. Et elle me disait, mais oui, mais il a quelle chaîne YouTube, Monterland? On peut le voir où? Venant de quelqu'un qui s'intéressait qu'aux petits garçons d'Algérie, c'est assez savoureux. Ouais, mais est-ce qu'on parle mieux que de ce qu'on ne connaît pas, souvent? Absolument, oui, la littérature n'a pas besoin de parler de ce qu'elle connaît. Ouais. Et non, mais c'est vrai que j'aurais du mal à dire pourquoi j'aime. C'est vrai que ces trois écrivains m'ont marqué, mais tout simplement pour des questions de style. Ce sont d'admirables stylistes. Ouais. Alors Green, c'est un peu différent. Le journal a été réédité par Jean-Luc Barret. Je me souviens, j'ai eu un compagnon pendant 5 ans qui était un garçon très, très cultivé, et il aimait Mauriac, il aimait Monterland. Il me disait, mais Green, il n'y a pas de musique. Si, il y a une musique chez Green, elle est terne, elle est sourde, mais il y a une sorte de musique de chambre, un peu éteinte, qui me touche également. J'adore son autobiographie, j'adore Moira, mais voilà, je sais pas, je saurais pas comment trouver le lien entre ces trois écrivains, sinon cette manière de sublimer la déception de la chair à travers à la fois la religion et la littérature. Alors, vous me direz, il y a aussi ça chez Jouando, mais Jouando me touche moins, malgré tout. Ah, j'aime beaucoup. Il y a peut-être quelque chose de plus cynique chez Jouando. Peut-être que finalement, ce qui me touche chez les trois, et dans lequel je me retrouve, c'est quand même une méfiance vis-à-vis du sexe. Je suis quelqu'un d'assez... je suis quelqu'un de pas très sexué, plutôt sublimant, plutôt platonicien ou platonique. J'ai un regard sur les garçons qui est très esthétique, et c'est ce que j'ai aimé chez ces trois écrivains. C'est-à-dire le fait que finalement ils ramenaient toujours leur adoration de la beauté masculine à quelque chose de sublime. Jouando, parfois c'est un peu... Alors, par mes Argonautes, c'est très beau, parfois ça devient un peu verbeux et compliqué. Un peu, oui, il y a des textes de lui qui sont quand même assez chiants. Hein. J'aime bien. Finalement, j'aime pas tellement quand Jouando parle de l'homosexualité. Je préfère quand il parle de Chaminadour et des concierges de Chaminadour. C'est beaucoup plus intéressant. Mais justement, le journal de Julien Green a été réédité chez Bouquin par Jean-Luc Barret, qui était inédit, et ça a été un peu... Alors j'avoue que j'avais fait un papier là-dessus dans le magazine littéraire à l'époque. J'avoue que j'étais un peu perplexe. Je suis pas sûr que ça serve tout à fait la mémoire de Julien Green, car effectivement on le voit par exemple, il y a des cérémonies au Vatican où il est là. Alors quand on lit l'édition Pléiade, on voit simplement la cérémonie au Vatican où il est là les mains jointes. Et puis quand on lit l'édition Bouquin, on voit qu'il s'intéresse à un jeune Suisse, un petit Suisse, allais-je dire, dont pour des raisons évidemment pas du tout catholiques. Bon, est-ce que ça ajoute beaucoup? Voilà, c'est une vraie question. Si Julien Green a expurgé ses pages, il y avait une raison. Un écrivain a le droit d'expurger des pages, et on a le droit de considérer qu'elles ne sont pas forcément indispensables. Alors évidemment, il ne les a pas détruites. Et il y avait quelque chose peut-être d'un tout petit peu pervers chez lui, à laisser ces pages à la disposition de la postérité. On les a publiées, je ne suis pas sûr qu'on ait eu raison. Bon, voilà, c'est une grande question. On aime bien à notre époque dire qu'on veut tout savoir sur tout le monde. C'est une grande question. Moi, personnellement, je sais que c'est un grand débat que j'ai avec mon grand ami Arthur Dreyfus. C'est est-ce que le sexe est un sujet littéraire? J'en suis pas sûr, personnellement. Je pense pas. Ouais, d'ailleurs, je trouve que, moi, personnellement, les récits sexuels, que ça soit Marquis de Sade... Marquis de Sade, c'est différent parce que c'est vraiment très pervers. Oui, mais les parties et puis c'est purement du mode du fantasme. Oui, mais même, je sais pas, Renaud Camus, pour Monsieur Gallard, je trouve que les récits sexuels, je pense que
quand on est vraiment dans une description des jeux de sexe, ça n'a pas forcément grand intérêt. Je pense qu'il n'y a pas de littérature sans sublimation. Je plaide pour ma paroisse. Sans dégoût absolu. Parce qu'on n'écrirait pas Sans si dégueulis. on n'écrirait pas si on n'avait pas envie de dépasser le sexe et de trouver une autre forme d'expression que celle-là. Sinon, ce ne serait pas la peine d'être écrivain. Alors ensuite, effectivement, il y a des écrivains du fantasme, il y a des écrivains de la perversion, comme Georges Bataille. Mais l'expression, par exemple, je suis pas sûr d'aimer tellement Henry Miller. L'expression du sexe comme ça, littéral, m'intéresse pas beaucoup. Et donc, je pense que si Julien Green a éprouvé le besoin de son vivant d'écarter ses pages, il n'avait peut-être pas tout à fait tort. D'ailleurs, c'est souvent les romans qui racontent un écrivain soit qui n'arrive pas à coucher, qui est désespéré, qui est trahi. C'est beaucoup plus intéressant qu'il couche. Enfin, sinon, si voilà, Bien sûr. tout l'intérêt de la littérature, j'ai l'impression, est vraiment au contraire quand le sexe est quelque chose de terrible, de maladif, détruire quelqu'un, utilisé comme moyen. Mais quand ça devient, voilà, quand tout se passe bien, pas d'intérêt. Et c'est vrai que tous les récits un peu de collectionneurs m'ont jamais très intéressé vraiment. Bon, maintenant, je sais bien qu'on n'est pas dans l'air du temps en disant ça. Mais dans le cinéma, c'est pareil. Les scènes de sexe réussies, j'en connais pas beaucoup. Hein. Vous me citez une scène de sexe réussie au cinéma ? C'est pas évident. Hein. Bah, je trouve souvent, moi je suis un grand partisan. Je joue pas les censeurs en disant ça. Mais hein. je suis un grand partisan de la suggestion, et c'est vrai que la pornographie est quelque chose finalement qui a détruit l'érotisme et qui a détruit. Je pense que les scènes de sexe les plus sexuelles et les plus excitantes sont celles qui ne montrent rien. Bien et sûr. à partir du moment où on bascule dans quelque chose de quasiment scientifique ou quasiment ethnologique, voilà, Médical. voilà, la médecine, quoi. Oui, enfin en tout cas, bon voilà, mais bon, moi maintenant j'en fais pas, je veux pas en faire une espèce de position morale, mais je constate que les écrivains qui m'ont touché sont des écrivains qui ont ce rapport un peu de distance et encore une fois de sublime. Je pense que s'il y a pas de sublimation, pour moi il n'y a pas de littérature. C'est évidemment ce que on a parlé de Mauriac, Monterland, Green, qui sont des écrivains que j'aime beaucoup, mais enfin évidemment surtout de Proust. Hein. S'il y a un écrivain de la sublimation, c'est bien Proust. Alors, vous racontez, vous n'avez évidemment jamais été apostrophe, vous disiez. Non, je suis trop jeune. Oui. Est-ce que vous avez... Bon, j'aurais pu à la Quelle est rigueur. votre première émission ? Vous racontez que vous n'avez jamais été apostrophe, vous avez même jamais eu tellement été d'occasion. J'ai jamais été, mais je jalousais beaucoup les gens de mon âge, ou qui étaient pas loin de mon âge, comme Christophe Bataille, comme Anne-Garetta, comme Alexandre Jardin, qui étaient des jeunes écrivains et qui passaient apostrophe, alors que moi, je croupissais un peu dans ma médiocrité. Même Eric Nehoff, je crois. Nehoff, de Divan Kovolart, des ouais. gens comme ça. Et j'étais là, j'étais un peu jaloux. Oui, il y avait vraiment un côté. J'étais dans ma tanière avec mon père, dans une certaine frustration, et je regardais passer les ombres, sans savoir si j'y participerais jamais. Tout ça, c'était bien avant de penser devenir écrivain. Je pensais même pas devenir écrivain. J'ai écrit un peu comme ça de fil en aiguille, mais j'avais pas de vocation d'écrivain, j'avais pas de projet d'écrivain. Finalement, à l'époque, la littérature, ça n'était pour moi qu'un spectacle. C'était que des images. Et ça a mis très longtemps à devenir quelque chose que je pouvais m'approprier subjectivement. Il a fallu en fait que je vive aux États-Unis, que je sois très loin de ma famille, très loin de tout ça, très loin du territoire français, et puis peut-être très loin de toutes ces images de père qui étaient quand même écrasantes malgré tout. Même si c'était des écrivains qui nous paraissent aussi assez poussiéreux aujourd'hui, tous les nourriciers d'Ormesson compagnie, mais à l'époque c'était quand même un peu écrasant. Mais c'est surtout que ce qui est lunaire, c'est que c'est vrai que les écrivains qui nous souvient, dont on parle en fait quand on parle d'apostrophe, étaient tous très mauvais en fait. Bon, alors Dormesson, je suis même pas sûr qu'il écrivait ses livres. Jean Edernalier, je crois qu'il n'avait jamais écrit un. Solers, c'était pas mauvais. Oui, peut-être. Solers me fascinait. Oui. Solers me fascinait. Mais je veux dire, tous les écrivains, la plupart, les bons apostrophes, n'avaient jamais écrit leurs livres. C'est ce qui est drôle. Moi, Solers a écrit ses livres. Oui, non, mais en tout cas, je parle de Dormesson ou de Jean Edern. Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup. Il y avait Paul Guth, il y avait des gens comme ça, dont la raison d'être semblait être de passer à apostrophe. Enfin, je suis tombé là récemment sur un livre de Paul Guth, mais c'est bon. Mais j'en revenais pas, quoi. Pierre Daninos. Paul Guth face à Daniel Cohn-Bendit. Oui, absolument. Louis Powell, etc. Puis des gens qui avaient pu avoir du talent dans leur jeunesse, mais qui étaient devenus quand même super réac à la fin. Jean Dutour. Alors vous parlez pas mal de Powell, c'est Dutour dans le bouquin. Oui, parce que c'était des gens qui avaient... Alors, mon père avait connu Powell, qui avait été un type intéressant, avec toute la période Gurdjieff, le matin des magiciens, etc. Et qui à la fin était devenu un vieux schnock et horriblement réactionnaire. Oui, c'est drôle, ce mec qui avait un mélange de Dali, de nazisme ésotérique, d'écrivain branché cité par Gainsbourg,
d'ancêtres de Bolloré, enfin, on mange de tout, quoi. Et en même temps, j'ai une tendresse pour ces gens qui sont complètement oubliés aujourd'hui, mais qui ont cru être quelque chose, ne fût-ce que l'espace d'un instant. Cette croyance, je parle d'écrivains femmes aussi beaucoup, parce qu'on n'arrête pas de nous bassiner aujourd'hui avec les femmes qui auraient été soi-disant invisibilisées dans l'histoire. Pas du tout, il y a toujours eu des femmes de lettres extrêmement présentes. Je parle de Suzanne Prou, je parle de Béatrix Beck, je parle de Madeleine Chapsal, qui est toujours de ce monde, qui m'intéresse. Catherine Grosbrier. Ah oui, Catherine Grosbrier, ça a été pour moi une sorte d'illumination érotique. D'autant plus qu'elle était masquée, donc ça nous ramène à la thématique du masque. Je voulais un peu savoir quelle était la femme derrière le masque. Et ça m'intéressait beaucoup plus que Marguerite Duras, qui elle était vraiment très dupe de son personnage. Et ça m'intéressait pas. Marguerite Duras, Et oui, ça m'intéressait pas du tout. Et Dutour, mais pourquoi il paraît que Dutour était un... Je ne sais plus, un académicien, quelqu'un m'a dit que Jean Dutour était un peu con. Je crois pas à ça, mais je crois que ça faisait partie de ces gens qui avaient eu du talent, qui avaient écrit des choses, et puis qui s'étaient fait un peu... C'est pareil, en fait. Là, il faudrait vraiment se demander si ces gens n'étaient pas un peu victimes déjà de l'effet pivot, comme plus tard de l'effet Ruquier. C'est-à-dire bouffés par leur image. J'ai l'impression que les Powell, les pivots, tous ces gens-là ont à un certain moment été avalés par leur image et n'ont plus été capables d'écrire des livres intéressants parce que ça leur paraissait plus important de promener leur personnage chez Pivot. Et là, il y a tout d'un coup une annulation de la vérité intime de l'écrivain par son image médiatique qui est intéressante. Oui, et moi, alors, c'est très drôle quand vous regardez Apostrophe. Pendant ce temps-là, votre père faisait une thèse de psychanalyse sur les gens qui seront raison. Oui, absolument, oui. Sur Gilles Deleuze, il aurait pu les Oui, non, mais mon père avait des velléités comme ça, psychanalytiques. Et lui, il s'intéressait pas forcément aux mêmes choses que moi. Il s'intéressait à des choses qu'il considérait comme scientifiques. Il s'intéressait à René Girard, mais aussi, il y avait les choses bretonnantes, Jacques Azélias. Et puis Bukowski. Bukowski, ça l'a fasciné parce qu'il était alcoolique. Et voilà, il s'est complètement reconnu dans ce personnage qui pousse les limites du spectacle et qui sort en plein milieu de la pièce, car finalement il y a un côté très théâtral dans l'apostrophe. À tout un moment, je fais un parallèle avec au Théâtre ce soir, qui était une émission très, très marquante pour les gens de ma génération. C'est-à-dire qu'il y avait, comme dans au Théâtre ce soir, des gens récurrents, il y avait des rituels, tout un protocole, sauf que le public était sur scène, ce qui était très, très, très nouveau et très novateur. Bon voilà, donc mais et puis il y a eu l'émission, il y a aussi des émissions de cinéma. Il y a eu l'émission sur Elia Kazan. Là on s'est un peu retrouvés parce que j'aimais Kazan comme mon père, parce que c'était aussi une sorte de polytraumatisé du cinéma, un cinéaste qui avait été important et puis qui avait évidemment connu une certaine déchéance, en tout cas en termes d'aura critique. Voilà, on se rencontrait parfois, mais au fond, on n'avait pas tellement les mêmes gains des années 50. Et moi, c'était plutôt la littérature française des années 30. Et alors, vous racontez aussi quand vous avez 20 ans, vous êtes assis dans votre fauteuil majorel et vous lisez le Rapt de Ganymède, je crois que c'est Ganymède, de Dominique Fernandez. Un assez mauvais livre, il faut le dire. Mais Dominique Fernandez m'intéressait. Il avait des positions paradoxales. C'est-à-dire que à l'époque, il était très militant, considérant qu'il fallait vraiment être un lâche pour ne pas assumer son homosexualité. Bon, c'était facile à dire d'où il parlait. Et en même temps, je me suis aperçu avec le temps qu'il était assez passéiste. Oh, il est très drôle. Et finalement, dans une nostalgie de la période où les homos étaient au placard. Oui, mais c'est ce qui est très drôle de Dominique Fernandez, qu'on a reçu et tout, c'est que il dit, bon, il ne parle que de gauche là, mais au fond c'est un vieux, il est très réac. Il est homo d'extrême droite. Il est super réac, ouais. C'est vrai, mais il est très drôle. Mais c'était un bon client chez Pivot, et c'est intéressant de voir comment il a le côté, moi je pourrais pas raconter une anecdote en micro, mais il a le côté, bon, on connaît son père, Ramon Fernandez, bien et sûr. Il a le côté qui ressort parfois. Bien sûr, et c'est ça qui était intéressant aussi, c'était le choc des générations, et comment cet homme qui était le fils d'un collaborateur notoire s'était démarqué, tout en restant quand même un homme de la vieille France. Et puis il y avait ce parler un peu onctueux qu'avait Fernandez qui m'intéressait, parce que finalement, si on regarde les premières émissions, les premières livraisons d'Apostrophe, il y avait quand même cette manière de parler comme ça, très onctueuse, comme on parlait à France Culture dans les années 70. Et puis petit à petit, Pivot est arrivé à caser, parce que Pivot ne parlait pas comme ça. Pivot était très naturel. Pivot ne lisait pas un texte. Et ça, je pense qu'il est le premier homme de télévision qui a cassé tout ça. Qui a cassé la préparation pour amener l'improvisation. Et pour faire en sorte qu'il se passe des choses sur le plateau qui n'étaient pas prévues. Est-ce que le rôle de Pivot était pas aussi un peu de disparaître, qu'au fond c'était un Lyonnais, presque un peu protestant, qui s'effaçait au fond?
Il s'effaçait, mais en même temps, il savait très bien ramener sa fraise au moment où il fallait. Je pense toujours en pensant quand je pense à Pivot, je pense toujours à cette phrase de Sacha Guitry dans Faisons un rêve qui dit il ne faut jamais interrompre une dispute, ça pourrait empêcher les choses de s'envenimer. Ah. Donc quand la dispute éclatait, bah là il fermait sa gueule parce que il était bien content d'avoir le pugilat qui allait faire de l'audience. Alors vous aimez beaucoup vous raconter les vieilles actrices. Vous avez rencontré Suzy Delair. Vous Oui. aimez bien Micheline Presse qui a fêté ses 100 ans. Peut-être parce qu'elles vous font penser à votre mère, non? Oh, ça c'est une interprétation psychanalytique un peu facile, mais disons que j'aime les vieux les écrivains du passé, et les vieilles actrices, oui. Même Roger Perfy comme vieille actrice. Ah non, non, mais je n'aime pas Roger Pertu, je trouve que c'est un personnage détestable et un mauvais écrivain. Il m'amuse, c'est tout. Quelles sont les vieilles actrices? Alors Suzy Delair, Micheline Presse. Gaby Morlaix Oui. et Maribel. J'adore Ah, Maribel. Maribel. Là, je lisais récemment un livre de Jean Co que vous connaissez sans doute, Croquis de mémoire. Ah, très Un chouette. livre admirable, Très et où il y a un portrait de Maribel. Et il y a aussi Françoise Sagan a fait un portrait de Maribel merveilleuse. Je travaillais aussi un peu sur Jean-Claude Brialy parce que je m'occupe du château de Montion, un mot qui est un endroit que vous adoreriez, Simon, qui est un château merveilleux, qui était un endroit complètement kitsch où il y a la chambre, le piano de Barbara, la chambre de Françoise d'Orléac, la chambre de Romy Schneider. Mais il faut que vous veniez absolument. Ah bah C'est à oui. côté de Meaux. Et Jean-Claude Brialy était très ami de Maribel. Là, on fait une Qui était exposition. très très drôle, Jean-Claude. On fait une expo sur Jean-Claude Brialy et le théâtre. Ouais, Il a ouais. joué avec Maribel. Maribel est une actrice que j'adore. Et j'ai un certain goût pour ce que j'appelle les mères phalliques, c'est-à-dire les femmes, pas les féministes d'aujourd'hui, mais les Amazones, hein, les femmes qui prenaient en main leur destin Brigitte et Lahaye. qui secouaient les hommes. Brigitte Lahaye, non. Brigitte Lahaye, je l'ai connue, figurez-vous, quand elle était avec René Château. Ah oui, mais moi j'ai bossé pour elle, je la connais très très bien. Elle est très sympa. Et j'ai des anecdotes merveilleuses parce que je dînais chez eux et à un moment, je caresse un énorme chat. Et René Château me dit c'est pas un chat, c'est une panthère. Elle était géniale et elle vit avec des animaux. Alors, moi, on faisait l'émission ensemble sur radio. Elle vit avec tous ses chiens, des lévriers. Elle vit avec des chevaux. Et c'est ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette femme finalement incarne, je trouve, une forme de féminisme intelligent qui est la femme la plus anti-MeToo au monde et anti-féministe pour le néo-féministe, mais un féministe dans le sens où elle a emmerdé ses parents, elle s'est brouillée avec toute sa famille, elle a fait un film porno quand Émile s'était condamné à mort, elle s'en est branlée de tout ce qu'on disait, elle a mené sa vie. Quand il fallait être libertaire, elle a été libertaire. Quand les libertaires sont arrivés au pouvoir, elle est devenue réac. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a toujours été en dehors de ce qu'on devait faire, en dehors des cases, en dehors des prêt-à-penser. Oui, mais alors dans ce registre, il y a deux divas que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est Fanny Ardant et Ariel Dombal. Ça, c'est des grandes divas. Oui. Mm. Ouais. Bon, même si on peut les contester certains de leurs choix, mais ce sont quand même des divas. Fanny Ardant. Ariel Dombal a ce côté diva aussi. Mais une diva. Mais plus sûre de son personnage. Une diva Oh, je suis pas sûr, elle est pas sûre d'elle. Non. Oh. Elle a un côté, non, pas si sûre d'elle. Une diva déglinguée. Et j'aime ça, finalement. Peut-être. Les divas déglinguées, aussi bien pour les écrivains que pour les actrices. Brigitte, Brigitte, j'ai une nana qui a vraiment pris des risques, quoi. Non, pas elle a pris aucun risque. C'est une gosse de riche, une fille de famille. Bon. Qui a fait ça. Ah oui, c'est vrai que c'est son. Oui, mais le côté bourgeois me Là, c'est un peu une voyou. Oui, il y a un côté punk. Il y a un côté punk. Oui. Mais il y a un côté punk aussi chez Dombal. La manière dont elle s'expose aujourd'hui sur Instagram est assez courageuse. Ah oui. Elle se met en scène d'une manière assez courageuse. Et aujourd'hui, quelle serait l'émission littéraire qui pour vous, la seule peut-être que vous regardez, moi j'ai pas la télé, mais qui pour vous a encore à la télévision quelque chose encore, j'espère que vous n'allez pas me dire... La vôtre, cher ami. Mais moi, vous savez, j'ai été très étonné parce que j'ai reçu aussi bien des gens comme, aussi bien un Phil Turner ou je ne sais pas qui, ou Francky Vincent que Philippe de Saint-Robert, et j'étais souvent... Que je connais bien. Hein. Voilà, beaucoup plus content de recevoir au fond un comique, un humoriste, je sais pas, un acteur porno, qu'un écrivain, parce que j'aime bien les bons artisans. Quelqu'un qui fait bien son métier. Par exemple, Francky Vincent, il fait des choses sur son cul, il les fait très très bien, il est excellent. Clara Morgan, elle fait très bien ce qu'elle fait. Jean-Pierre Foucault, il fait très bien ce qu'il fait. Mais un écrivain, j'ai toujours été déçu parce qu'il y a toujours une forme d'imposture, je trouve. Est-ce que c'est pas le problème, c'est que les écrivains sont souvent en promo. Donc Bah, ils essaient de vous vendre leur salade. Bah, c'est surtout que Denis Brognard, ou je sais pas qui, il est très bon dans l'animation, c'est un excellent émetteur. Ou machin, il est très bon. Malheureusement, les écrivains qu'on reçoit, la plupart des écrivains français, en tout cas ceux qui acceptent les invitations, sont souvent malheureusement assez tragiques. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Bah, je veux Pourquoi dire, tragique? bah, beaucoup d'écrivains, je trouve, médiatiques. Moi, quand j'ai reçu des écrivains, je ne traite pas de moi, pas me faire des ennuis, mais beaucoup d'écrivains que j'ai reçus, connus, respectables, on n'a jamais vraiment lu leurs livres. En fait, moi, j'ai lu des morts, et tout d'un coup, on se met à lire des livres de gloire, de prix Goncourt, d'académiciens, et on est sidéré. On est sidéré de ce que c'est, quoi. Voilà, et c'est vrai qu'il y a... Où est-ce que je veux dire, un peu, non? Bah ça, le souci du style est quelque chose qui se perd. Bon, encore une fois, mais ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais ça, bon, ça c'est la littérature de gare, mais encore une fois, j'en reviens à ce problème qu'aujourd'hui on est dans une littérature de contenu. Oui, ça a toujours d'accord, existé. d'accord. Il y a Hervé Bazin, c'était déjà la littérature de contenu. À la limite, René Bazin et Henri Bordeaux également, hein, ou Paul Bourget. Mais faut pas non plus imaginer que notre époque est pire que les précédentes. Il y a toujours eu des écrivains qui ont fait la littérature de témoignage, la littérature à thèse, la littérature bien pensante, prêchi-prêcha. Avant, c'était Cato, avant ou Socialo. Aujourd'hui, bon bah c'est des thèmes à la mode. Mais le style, il y a quand même l'écrivain du style est quand même vraiment en train de se perdre. Complètement. D'ailleurs, souvent, la plupart des gens qui me livrent un livre, je sais pas, ils disent c'est quoi l'histoire? Maintenant, c'est ce qu'on se demande. On va pas présenter un livre en disant comment c'est écrit, on va présenter un livre en disant mais qu'est-ce que ça raconte? J'ai même des éditeurs que je ne nommerai pas qui m'ont refusé des manuscrits en me disant je sais pas comment le pitcher. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous pouvez pas pitcher le livre auprès des libraires, à la limite, la presse, on s'en fout, mais si vous pouvez pas pitcher le livre auprès des libraires, ça peut pas marcher. Et si vous pouvez pas le résumer en 3 lignes, ça peut pas marcher. Comment Proust aurait pitché son truc? Bah oui, un monsieur qui s'ennuie, qui va dans des soirées et qui court après une fille qui veut pas de lui, c'était pas pitchable. Donc il aurait sans doute pas. Aujourd'hui, il ne trouverait pas d'éditeur. Je suis très étonné d'ailleurs, c'est terrible quand on voit des cours d'écriture. C'est le truc pire au monde. Je pense que si on veut être écrivain et qu'on veut aller dans un cours d'écriture, c'est tragique. Et dans ces cours, on apprend à construire des histoires, on apprend à... Il y a vraiment quelque chose, aujourd'hui, un écrivain, c'est quelqu'un, on dit qu'on construit un scénario. En fait, c'est le métier de scénariste. Oui, il faut qu'il y ait un pitch, mais faut qu'il y ait mais aujourd'hui, je me demande si le pitch romanesque qui l'a emporté pendant longtemps, puisqu'il y avait un certain public qui voulait du roman, ce qui est d'ailleurs pour moi une vieille lune sans intérêt. Pourquoi vouloir encore faire du roman aujourd'hui? Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi faire du roman? C'est comme si on voulait faire encore des opéras. C'est un genre du 19e siècle, le roman. C'est mort et enterré. Pourquoi est-ce que les éditeurs s'obstinent à vouloir toujours publier des romans? Moi, je trouve que le journal intime est une forme bien plus passionnante. L'autobiographie est bien plus passionnante. Faut arrêter avec le roman. Faut arrêter avec ce fantasme et ce fantôme du roman. Bon. Mais aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'à ce fantasme du roman se superpose celui du témoignage sociétal. Et c'est ce qui est encore moins intéressant. Et on est donc sous cette double injonction. Et si on coche pas une de ces deux cases, on n'existe pas. Donc voilà, moi personnellement, je passe outre et puis voilà, je m'en porte très bien. Et je considère que on peut raconter n'importe quoi. Vous savez, de ce point de vue-là, mon modèle, c'est Paul Léoto. Paul Léoto, il n'a rien à raconter. Il est vieux, il est moche, il n'est pas spécialement intelligent, il n'a pas de vie sexuelle, mais il est un tellement génial styliste qu'il peut raconter qu'il va pisser. C'est passionnant. C'est le style qui fait tout tenir et il faut en revenir à ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, souvent, la plupart des... Je trouve... Oui, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des grands stylistes dans les... Bergogneau est un bon écrivain. Annie Ernaux est quand même pas une mauvaise styliste. Bah, elle a écrit des livres assez bien. Non, faut pas être de parti pris. Mais je serais ravi. C'est pas parce qu'elle est de gauche qu'il faut la... Mais... Voilà, Modiano est quand même un écrivain de talent, de grand talent, et plus que ça. Voilà, maintenant, c'est des gens qui appartiennent déjà à une génération respectable. Dans les jeunes écrivains, oui, j'aurais peut-être plus de... Voilà, mais je veux pas me faire d'ennemis, ni d'amis d'ailleurs, donc je ne nommerai personne, mais je pense qu'il y a certainement une relève qui peut être assurée, mais j'ai l'impression que le souci du style, aujourd'hui, est moins prégnant. C'est surtout ça qui m'inquiète. Oui. Et d'ailleurs, ce que vous racontez, vous avez une phrase qui est à propos de... On en parlait, comme vous avez dit, de gauche. Je crois que vous écrivez un moment, je restais sensible, je le dis sans fierté, à certains prophètes de la réaction. Vous me considérez comme de gauche? C'est ce que m'a dit Philippe. Voilà, je suis d'une gauche un peu peut-être à l'ancienne, mais oui, je me considère comme de gauche. Oui. Comme était mon ami Dominique Noguès, c'est que je suis attaché à un certain idéal républicain qui est un peu malmené aujourd'hui. Oui, mais pour autant, j'ai aimé les écrivains... de droite, mon talent est plutôt un écrivain de droite. Par contre, Mauriac, pour moi, est plutôt un homme de gauche, qui est un homme de droite qui a évolué vers la gauche, comme Bernanos, que j'adore aussi. J'aime beaucoup ça, Victor Hugo. De toute façon, moi, je trouve, c'est très compliqué, je trouve,
catégoriser Bien sûr. l'écrivain de gauche. Mais c'est pour ça que j'aime la capacité de bouger chez un Qui écrivain. sont les écrivains aujourd'hui considérés comme de droite, d'extrême droite, de tous ceux qui étaient il y a 50 ans considérés comme de gauche? Je trouve que c'est toujours dangereux pour un écrivain de s'enfermer dans une doxa. D'ailleurs, de ce point de vue-là, Thomas Clair avait fait un bon article au moment où Renaud Camus s'était un peu enfermé dans son discours d'extrême droite. Il avait dit que finalement, l'idéologie était néfaste à la littérature, dans un sens comme dans l'autre. Je pense qu'un écrivain est quelqu'un qui doit savoir bouger en dehors des catégories et ne pas s'enfermer. Regardez la catastrophe que ça a été pour Barrès. À partir du moment où Barrès s'est enfermé dans le discours d'extrême droite, il est mort littéralement. Je pense que Renaud Camus, mais là, c'est encore un autre sujet, mais je suis pas sûr que Renaud Camus soit vraiment politique. C'est-à-dire, je suis pas sûr, j'ai l'impression... Il croit l'être. Je crois pas. Moi, j'avais reçu un débat. Je crois que Renaud Camus, au fond, voit la politique comme un amusement, voit ça comme un théâtre, voit ça comme un cirque. Dans le monde actuel, moderne, où il partage pas grand-chose, parce qu'au fond, c'est un monsieur qui vit dans son château qu'il a, il se dit autant s'amuser, et finalement, c'est un spectacle qui l'amuse, ça lui fait une vie, ça lui fait une matière à journal. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment des idées. Peut-être pas. Il croit en avoir. Le problème, c'est qu'il croit en avoir. Et c'est le problème, c'est la trahison des clercs dont parlait Julien Bardin. C'est-à-dire ces écrivains qui se fourvoient en politique et qui disent des conneries. Richard Mille. Là, par exemple, récemment, j'ai lu le très bon volume qu'a publié, très, très, très documenté, qu'a publié Bouquin sur Robaté. Et c'est vrai que Robaté, qui est un écrivain intelligent, cultivé, un bon historien de la musique, enfin, en politique, il est complètement cinglé et débile. Donc, on se dit qu'à un moment, il faut peut-être que l'écrivain s'abstienne de parler de politique. Je pense que c'est toujours dangereux. Moi, personnellement, je m'en abstiens parce que je pense qu'on peut... Il y a aussi le problème qu'à partir du moment où vous prenez position sur le plan politique, vous allez être ostracisé, des gens vont vous détester et vous allez vous retrouver sur un plan de l'échiquier qui va vous enfermer. Et la littérature, ça doit vous permettre d'échapper à ça, justement. Donc il ne faut surtout pas s'enfermer dans un discours. Et la politique fossilise les positions. Oui, d'ailleurs, je pense, Renaud Camus, je crois, ma vie, il y a pire que ce qu'il désespère, les gens qui le combattent, c'est les gens qui l'aiment bien. Et Richard Millet pense pareil. C'est-à-dire que tous ces gens... Bon, certes, ils ont des gens qui le haïssent, ils ne sont pas contents, même si peut-être oui, mais le pire, c'est les gens qui les aiment bien. Parce qu'au fond, Richard Millet, Renaud Camus, mais les gens qui nous aiment même bien aujourd'hui, mais n'ont pas compris un bout de ce que j'écris. C'est-à-dire, au fond, Renaud Camus, la plupart, c'est des livres de bathmologie, de cratisme, enfin des trucs à propos de Roland Barthes. Qu'est-ce que connaissent les gens qui s'intéressent, qui aiment Renaud Camus pour des raisons politiques? Qu'est-ce que les gens qui aiment Richard Millet pour des raisons politiques ne savent pas aligner une phrase, ne comprennent pas. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, en effet, je pense que c'est ce qu'on appelle, comme dirait un psychiatre, dans les deux cas, si on est même aimé ou pas aimé, c'est mauvais, quoi. C'est une autre dérive de la littérature. On a parlé de la dérive médiatique, de la dérive exhibitionniste, mais il y a aussi la dérive politique. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, les écrivains se sont crus obligés d'avoir une position politique. Et c'est une perte de sens de leur vocation, de l'essence de leur mission. Oui, d'autant plus que ce qui est terrible, c'est que moi, je serais ravi que des écrivains aient des positions politiques. Mais si on était dans un monde où finalement on considérait que les opinions politiques sont peu de choses, et qu'en fait on s'en fiche un peu, et que c'est un avis, que c'est comme aimer les fraises ou les champignons, et que c'est pas très grave. Mais à partir du moment où le monde aujourd'hui devient si premier degré dans les opinions politiques, les bons, les méchants, il faut avoir une idée, et si on n'est pas de ces idées, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, etc. Là, en effet, la littérature n'a rien à y faire. Moi, je ne peux parler que de mon cas personnel, mais si vous voulez, je pourrais évidemment m'exprimer sur la réforme des retraites, sur Macron, sur ceci, cela, mais je n'ai aucune culture économique, je ne connais rien, les enjeux internationaux. Alors je peux parler par exemple de ma détestation de Sarkozy ou de Donald Trump, parce que ça c'est des salauds évidents, et c'est des personnages romanesques, donc ça c'est intéressant, ça fait jouer le fantasme. Vous détestez Sarkozy et Trump? Ah oui, je les déteste, mais viscéralement, mais de manière obsessionnelle. Je passe mes journées, pendant des années j'ai passé mes journées à regarder l'actualité sur Sarkozy, tellement j'ai hâte qu'il soit en prison, et c'est pareil pour Trump, je les hais à un point total, oui, bien sûr. Mais ça, c'est pas une position politique, c'est une position fantasmatique. C'est le grand méchant loup que j'ai envie de voir expulsé de la scène médiatique. Parce que pour moi, il représente une image de la saloperie que je veux voir envoyer dans les ténèbres, peut-être pour des raisons personnelles, peut-être pour un rapport sur moi, j'en sais rien. Mais voilà, mais ça, c'est pour moi un rapport littéraire et un rapport un peu pathologique d'ailleurs, puisque la littérature a à voir avec la folie.
Mais je prétends pas en faire une position politique. Je vais pas aller manifester contre la réforme des retraites parce que j'y connais rien et que je suis complètement incompétent dans ce domaine. Mais d'ailleurs, oui, je pense que même quand Richard Meillet avait écrit son livre sur Breivik, il n'y avait rien de politique. Il faisait l'éloge d'un tueur en série. Bon. Ça n'a pas une position politique. C'est pas. On fait. Enfin, il n'y croyait pas. C'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Non, mais c'est une position. C'est pas. Il n'y a pas de position politique. Non, mais le problème, c'est que... Une position politique, si elle avait été politique, elle aurait été mesurée. Bah, à ce moment-là, Là, on peut... elle n'est pas une position Oui, mais enfin, bon, alors, ensuite, le problème, c'est que quand on part dans des délires comme ça, on ne peut pas ne pas s'attendre à ce que les gens l'interprètent de manière politique. Ouais, c'est comme si on disait que Céline, quand il part dans ces délires contre les Juifs, il n'a pas de position politique. Si, c'est quand même une position politique. Oui, alors, oui. Et donc, de ce point de vue-là, il s'expose à ce qui lui est arrivé. Oui, mais quand même, parfois, j'ai l'impression, pourquoi j'aime la littérature, parce que on aurait tous pu être peut-être des tueurs en série, des monstres, des salauds, là. Et finalement, comme on est des petits bourgeois et des mecs très tranquilles dans nos vies et qu'on est à peu près correct mentalement, qu'on n'a pas envie d'aller en tôle, qu'on n'a pas envie de perdre notre argent, on vit nos émotions, on vit nos folies, on vit nos passions grâce à la littérature. Et je ne vois pas pourquoi, de la même manière qu'un écrivain raconte qu'il va tuer quelqu'un dans son livre, pourquoi un écrivain n'aurait pas le droit de délirer en faisant l'éloge d'un serial killer, en disant qu'il va tuer... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça reste de la littérature. Oui, bien sûr. Il y a une part de folie. Je condamne pas forcément la folie de l'écrivain, mais il y a un moment où quand elle rencontre l'époque de manière aussi violente que Céline, Brasillac, la folie de Brasillac. Quand il écrit « N'oubliez pas les enfants », elle rencontre quand même violemment l'époque. Quand je lis Rebatté et quand je lis les horreurs qu'il écrit sur les Juifs, elle rencontre l'époque. Donc il y a un moment où c'est quand même problématique. Parce que vous ne pouvez pas non plus vous abstraire de l'époque. Donc il faut mieux fermer sa gueule. Et comment dire, déplacer les choses sur un autre plan. Alors ensuite, on peut être un écrivain engagé. On peut être un écrivain engagé à gauche. Il y en a que j'admire. J'admire Victor Hugo. Je peux même admirer certaines choses de Sartre. Mais on ne peut pas non plus réduire la littérature à l'engagement. C'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant dans l'œuvre de Hugo ou de Sartre. Dans Sartre, c'est banal de le dire, mais je préfère quand même les mots à ces livres comme ça, un peu édifiants. De même que je préfère le Hugo de Choses Vues, par exemple, à celui des Misérables. Je le trouve quand même plus complexe, moins démonstratif. Je pense que la littérature n'a pas à gagner à la démonstration, mais je ne suis pas le premier à le dire. Jacques Laurent avait fait là-dessus un texte célèbre où il comparait Jean-Paul Sartre à Paul Bourget. Le discours politique ne peut qu'aliéner la complexité de la démarche littéraire. Écoutez, cher Noël R, ça s'appelle Ma vie avec Bernard Pivot. C'est aux éditions Plein jour. Et c'est dans toutes les bonnes librairies. Oui, absolument. Enfin, j'espère en tout cas. Écoutez, merci beaucoup à tous, chers amis. À très bientôt. Salut et fraternité. Merci à vous. C'était chouette. On a fait combien de temps ?